Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, vous avez tous regardé le film Zoo-Requin, documentaire d'Emmanuel Lichat sur l'aide humanitaire en Haïti. Ça va être une belle entrée en matière pour nous interroger sur la philosophie à l'œuvre dans la coopération ou ce qu'on appelle l'aide publique au développement. Donc, bienvenue pour ceux qui arrivent et bienvenue à ceux qui nous regardent en direct. Je vais appeler nos panélistes qui vont débattre avec nous de la question qu'on va se poser aujourd'hui. Faut-il en finir avec la coopération en Afrique ou trouver enfin les moyens de la rendre plus pertinente? Et donc j'appelle Gilles Carbonnier, professeur en économie du développement, vice-président du CICR à l'Institut des hautes études internationales et du développement. Venez Gilles, on peut l'applaudir. Olivia Oumoureroa Routazibois, politologue, professeure assistante en droit de l'homme à la London School of Economics, qui s'intéresse notamment aux mythes à l'œuvre dans les politiques internationales. On va questionner tout ça avec elle. Installez-vous, bienvenue. Uzondima Iweala, écrivain, sociologue, cinéaste. Vous avez peut-être vu sur Netflix le premier long métrage de Netflix qui s'appelle Beasts of No Nations. C'est monsieur qui a écrit, c'est adapté de son roman, on peut l'applaudir. Et puis nous allons accueillir enfin Rani Mwende Elda Koama, entrepreneuse, conférencière. Je dirais même agitatrice d'idées. Vous avez participé au sommet Afrique-France à Montpellier, c'était au mois d'octobre, et vous allez voir, ça a quelque peu déménagé. Bienvenue. Alors peut-être une question en attendant qu'on vous apporte les micros, peut-être une question, puisque nous avons tous regardé le film, et vous également. Alors, ce n'est pas un film à proprement parler sur l'aide publique au développement, ni sur la coopération. C'est un film sur l'aide humanitaire, comme vous l'avez vu, mais ça nous permet finalement d'entrer dans la philosophie de notre sujet. Et j'ai peut-être une question que je vais vous poser à chacun, à laquelle je vais vous demander de nous répondre en quelques mots. Est-ce que vous avez le sentiment que l'aide publique au développement, la coopération finalement, est fondée sur le même principe, dirons-nous, que l'aide humanitaire? Gilles. Bien, bonjour, mais on commence avec un vaste sujet, donc je vais essayer d'être très bref. Moi, j'ai été très touché par ce film, qui est presque aussi comme un documentaire. Et puis, dans ce qui s'est dit dans cette voiture avec les différents passagers, on touche à des problèmes fondamentaux de l'aide aujourd'hui, à travers différents comme ça volets. Il y a d'abord la question du système commercial, économique et financier mondial et de ce que ça veut dire et quelles sont les incidences pour Haïti. Il y a ensuite la question de l'aide qui vient se substituer à l'État, aux structures locales et qui, quand elle s'en va, laisse des systèmes extrêmement fragiles, voire justement qui ont souffert de la présence de l'aide internationale. Et puis il y a toute la question aussi de l'économie informelle. J'ai été touché par le témoignage sur le fait que ces femmes marchandes jouent un rôle clé dans l'économie locale. On a délaissé l'agriculture et puis finalement ça ne fait pas partie de l'économie formelle et des priorités de l'aide. Voilà, donc moi, c'est des choses qui me parlent beaucoup. Maintenant, il y a des différences. Théoriquement, il y a 3 ou 4 grandes différences entre l'aide humanitaire et l'aide au développement. En pratique, il y en a presque plus, si ce n'est une. Théoriquement, il y a le court terme, l'aide d'urgence, l'aide humanitaire, le long terme, l'aide au développement. En fait, dans la plupart des cas, on a des crises de très longue durée. Et puis, ce critère n'en est plus un. Il y a l'autre qui est de dire, l'aide humanitaire, c'est une aide externe, alors que l'aide au développement, soi-disant, c'est les acteurs locaux qui s'en occupent et qui pilotent. Et puis, ce n'est pas vraiment le cas ni dans un ni dans l'autre. Troisième chose, c'est que, et ça c'est très important, c'est que l'aide humanitaire doit aller directement aux personnes qui ont les besoins les plus urgents, les plus pressants, sans aucune distinction et sans condition. Donc l'aide humanitaire est inconditionnelle, alors que l'aide au développement l'est presque toujours. Et ça, je crois que c'est quelque chose, à mon sens, qui est la seule distinction qui demeure. Si on regarde aujourd'hui en Afghanistan,
L'aide humanitaire doit être apportée immédiatement aux 40 millions d'Afghans, dont une majorité d'enfants, d'adolescents qui ont moins de 18 ans, qui n'ont plus accès aux soins de santé, qui n'ont plus accès à des possibilités de générer un revenu simplement pour acheter quelque chose. Et ça doit être inconditionnel, alors que l'on voit que l'aide au développement s'est totalement retirée du pays pour des questions politiques que l'on peut trouver légitimes liées au régime taliban au pouvoir. Voilà, donc je crois que s'il y a un critère qui doit rester, c'est bien celui-là. Mais une fois de plus, très riche film qu'on vient de voir qui suscite et soulève beaucoup de questions. Merci beaucoup, Gilles, et on aura l'occasion effectivement de développer tout ça, mais peut-être je vous pose la question, Olivia, vous, de votre réaction à ce film. Alors moi je vais parler en anglais, j'espère que ce n'est pas un problème. Ce qui m'a réellement touchée est le fait qu'il est rare que le micro soit donné aux personnes qui sont censées être les bénéficiaires de toutes ces formes d'aide, que ce soit l'aide humanitaire ou de l'aide à plus long terme, telle que l'aide au développement. Et ce qui me touche toujours, et je travaille à l'université au quotidien, mais il est dit que nous développons énormément de théories qui sont développées autour de concepts définis, et très souvent notre analyse ne couvre pas les réalités quotidiennes telles qu'elles existent. Et donc si nous posons la question clé de la différence entre l'aide humanitaire et l'aide à long terme, et bien je crois que les personnes du côté qui reçoivent ces aides ne font pas cette même distinction, parce que eux la perçoivent comme la continuité d'une même logique où il y a la reproduction de personnes qui sont dépendues de la, entre guillemets, bonne volonté des autres, que ce soit à court terme ou à long terme. Et vous pouvez l'interpréter comme une tâche politique, quelque chose de conditionnel, ou que ce soit donné, que ces dons soient faits de la bonté de cœur des donateurs. Et donc la réalité est en fait ce qu'il se passe. Et donc ça, c'était les aspects très puissants, selon moi, de ce film, et que l'on est assis, on voit ces personnes qui discutent, c'est bien sûr mis en scène, et certaines personnes parlent, d'autres pas, mais pour moi, c'est un document puissant que je mettrai en avant même toutes les autres théories que nous enseignons autour de l'aide au développement, parce qu'on pourrait gagner beaucoup de temps en éliminant toutes les choses inutiles pour montrer ce qui ne marche pas. Et ce n'est pas parce que quelqu'un est chouette ou pas chouette, mais simplement parce que ça ne marche pas, et ça ne marche pas depuis très longtemps, et les gens le savent. Et on voit que les bénéficiaires sont donc les experts, bien plus que beaucoup d'entre nous qui étudions ces sujets ou essayons d'aider. Eh bien, tout d'abord, j'aimerais applaudir ce film, pas seulement en termes de ce qui a été dit, mais j'ai trouvé que le film était merveilleusement filmé d'un point de vue esthétique, et je crois que ceci est tellement important puisque cela vous extrait un petit peu de là où vous êtes et vous place dans un autre espace où vous voyez tout ceci se passer. Et l'idée est que ce film ait lieu à l'arrière d'un camion, et selon moi très important comme un cadre pour ce film. Et je dis également ceci en tant que personne, c'est-à-dire en termes de s'éloigner de la théorie et de rentrer dans la pratique. Moi, j'ai commencé en tant que personne qui admire énormément ce genre de travail, et j'ai commencé ma carrière. Moi, je suis médecin, j'ai travaillé dans la santé publique, dans différents endroits dans le monde, dans différents continents, et j'ai passé du temps au dos de ces deux orecaines. Mais je crois que la conscience bifurquée, particulièrement c'est une personne qui vient d'un de ces endroits, le fait de vouloir mieux pour l'endroit d'où vous provenez, et de penser que ceci puisse être un chemin vers l'amélioration, mais en même temps être absolument exposé, de voir toutes les failles de cette manière de penser exposées et de cette volonté de mieux faire. Et je crois que ce film capture ceci de manière extraordinaire. Comme vous l'avez dit, en tant que document, c'est un document extrêmement puissant. Et je pense également que ce film fait partie d'une longue lignée de films de cette nature, où on regarde en termes de films, de long métrage, de fiction. Est-ce que vous avez vu Abdulrahman, le film Sissako Bamako? Et si vous ne l'avez pas vu, vous devriez le voir. C'est un long métrage, mais dans ce film, ils mettent la Banque mondiale et le FMI. C'est un procès à la Banque mondiale et
au FMI, et c'est similaire. Et ce sont des personnes qui viennent d'un endroit et qui parlent directement de l'aspect inadéquat du système, qui d'un côté a la volonté de vouloir aider, mais qui est dessiné dans le but de perpétuer un système qui permet l'extraction massive de ressources et qui, d'un autre côté, prétend humaniser, alors qui a pour intention de perpétuer un système qui est construit à partir de sa fondation, qui est construit sur la base de la déshumanisation d'une certaine catégorie de personnes, je crois que c'est particulièrement visible dans ce système, particulièrement quand on parle de qui est tué, de qui est enlevé, et comment ceci connecte cette lutte qui est perçue comme l'exemple d'un dysfonctionnement haïtien interne, et qui soit en fait connecté à un monde plus ample qui est mis en lien dans le film. Et je crois que ceci met réellement tout ceci en perspective de manière extraordinaire. Elda, Rani Mwende, je vous donne la parole peut-être pour nous donner votre réaction sur ce film. Merci beaucoup, Dominique. Merci à tous ceux qui sont là pour participer, en tout cas, à cet échange. Je pense que c'est un film qui m'a fait sourire parfois, qui m'a aussi donné l'impression qu'enfin, on se rend compte du revers de la médaille. Il y a tellement de publicité faite sur le bien fondé de l'aide humanitaire, de l'aide au développement, et enfin de donner de la parole à ceux qui sont censés être les bénéficiaires, comme Madame l'a dit, et de se rendre compte qu'il y a beaucoup de questions. Il y a des personnes qui apprécient moins le process, de voir même qu'il y a des gens qui préfèrent ne pas se prononcer. J'ai écouté avec attention ce que le chauffeur a dit. Il a dit, moi, je suis focus sur la route. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas ce qu'il pense, mais après, est-ce qu'il y a les conditions réunies pour qu'il dise librement ce qu'il pense, sans mettre en danger l'opportunité qu'il a de travailler et de subvenir à ses besoins? Donc, je pense que c'est un film intéressant parce qu'il nous amène à nous poser des questions. Et en même temps, moi, je rebondis sur votre question. Est-ce qu'il y a une différence entre l'aide humanitaire et l'aide au développement? Bon, déjà, sur le principe même des mots, c'est différent, aide humanitaire, aide au développement. Ensuite, quand je regarde au fond, la cible est presque la même. Pourquoi je dis presque la même? Parce que c'est une aide qui est dirigée vers des personnes qu'on pense avoir besoin d'être aidées. Ce n'est pas forcément le cas, parce que chaque être humain, quel que soit son quotidien, est d'abord fondé sur un instinct de survie. Chaque être humain est capable lui-même, dans le danger, de s'en sortir. C'est possible. Certains sont plus rapides dans la réaction, d'autres prennent un peu plus de temps. Mais quand je vois ces types d'aides, la aide humanitaire, aide au développement, il y a comme des gens qui regardent une situation, qui font leur analyse à eux, se disent c'est urgent d'aider, sans tenir compte de ce serait possible pour l'individu entre-temps d'être résilient. Non, on n'attend pas ça. On analyse, on pense que c'est bien et on y va. Et quand vous voyez à la fin du film, ou peut-être un peu, pas carrément à la fin, mais un petit peu vers la fin, quelqu'un a dit, est-ce qu'on devrait voter un président parce qu'il a de la bonne volonté? Je ramène la question par rapport à l'aide humanitaire et à l'aide au développement. Est-ce que parce que quelqu'un pense qu'il a de la bonne volonté pour aider les autres, on devrait juste ouvrir les bras et l'accueillir? Bon, j'espère qu'on va répondre à cette question ensemble. En tout cas, on va tenter de répondre à ces questions et on va tenter également d'aborder ces questions-là librement, comme vous venez de le souligner, Rani Mwende. Et comme vous l'avez fait au mois d'octobre dernier, c'était au sommet Afrique-France, à Montpellier, dans le sud de la France. L'aide au développement, l'aide publique au développement, chaque année, Gilles Carbonnier nous en parlera davantage tout à l'heure, mais c'est plusieurs milliards de dollars, tous pays confondus pour l'Afrique. On entend par aide publique au développement les dons, les prêts préférentiels qui sont prévus au budget et transférés des pays développés vers les pays en voie de développement.
et avec cette question qui se pose, beaucoup de milliards, mais pour faire quoi? Avec quels résultats? Et c'est la question, Rani Mwende, que vous avez posée au chef de l'État français. On va regarder la séquence et puis ensuite on en reparle. On va regarder la petite vidéo. Normalement, elle doit bientôt arriver. C'était à Montpellier au mois d'octobre. Rani Mwende, Elda Kouama face à Emmanuel Macron, président français. Monsieur le Président, l'aide, tant qu'elle n'aide pas, tant qu'elle n'amène pas à se départir de l'aide, comme le dit Thomas Sankara, il faut s'en débarrasser. Car l'aide, ce type d'aide-là rend esclave. Ce type d'aide-là empêche les peuples, les populations de s'en sortir par elles-mêmes, par leur propre capacité, parce qu'elles peuvent le faire, Monsieur le Président, et vous devrez le savoir. Le meilleur est en chacun d'entre nous, quelle que soit notre origine. Je continue donc pour vous citer ici Feu Joseph Kizerbo, un intellectuel africain, certainement que vous le connaissez. Vous lisez beaucoup, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Il a dit, et je cite, « On ne développe pas, on se développe. » Fin de citation. Alors si on ne développe pas, on ne peut pas non plus aider à développer. Ça fait près d'un siècle que l'aide au développement se balade en Afrique. Ça ne marche pas. Voilà, toujours autant de succès, cette séquence, qui était une des séquences fortes de ce sommet Afrique-France et qui nous permet de revenir justement à cette question de l'aide au développement. Gilles Carbonnier, je me tourne vers vous, vous êtes économiste du développement. Peut-être en quelques mots nous expliquer l'aide au développement, l'aide publique au développement, la coopération telle qu'on la connaît aujourd'hui, comment est-ce qu'elle fonctionne schématiquement et pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans cette aide publique au développement? Alors, vous avez mentionné les principaux agrégats. Il faut peut-être juste mettre ça en perspective. Donc, l'aide publique au développement des pays, notamment de l'OCDE, c'est formellement un peu plus de 150 milliards de dollars par an. Ça sonne comme beaucoup, mais c'est vraiment une petite fraction des dépenses militaires. C'est une petite fraction simplement des transferts de fonds des travailleurs migrants qui aident leurs familles. C'est une toute petite fraction par rapport aux investissements directs des compagnies multinationales dans des pays dits en développement. Et donc, finalement, c'est pas grand-chose, surtout que on estime que jusqu'à 40, 50, 60% de cette aide ne se traduit pas directement dans des transferts effectifs de ressources directement dans les pays, mais il y a des frais administratifs, il y a des salaires à payer, et puis il y a 10-15% qui couvrent des frais dits d'accueil de requérants d'asile durant la première année. Donc finalement, bon, on a l'impression que c'est énorme quand on est dedans parce qu'on se regarde entre nous, mais ça reste souvent marginal dans la plupart des cas, à part peut-être en 2010, après le terrible tremblement de terre qui a eu lieu justement en Haïti, où il y a tout d'un coup une arrivée massive de toutes les ONG, des organisations internationales, et là il y a vraiment une visibilité très forte, il y a un rôle extrêmement déstabilisateur, et puis je crois qu'on pourra en parler plus tard, mais ça n'a certainement pas été un succès, loin de là. Maintenant, ça fonctionne de la manière suivante, c'est qu'il y a des donateurs qui ont les moyens, qui utilisent l'argent du contribuable, en principe, pour soit financer directement l'aide bilatérale ou pour financer des institutions multilatérales onusiennes, Banque mondiale, etc. L'aide bilatérale de pays à pays. Et c'est un instrument de politique étrangère. L'aide publique au développement est un instrument de politique étrangère comme tout autre. Et donc, il a des ambitions affichées qui, par exemple, pour la Suisse, se retrouve aussi inscrit dans la Constitution suisse, qu'il s'agit de solidarité internationale, de lutte contre les inégalités, de promotion de la paix, la sécurité. Et puis, il y a la réalité qui est, sans aucun doute, de promouvoir les intérêts économiques, commerciaux, politiques, nationaux à travers cet instrument. Et donc, on a tout le temps cette problématique sur qu'est-ce qui motive
des pays à, au fond, dépenser 150 et plus, 160 milliards de dollars pour ce qu'on appelle de l'aide au développement. Et je crois qu'il faut vraiment dépasser cette approche, ce concept. Il faut passer d'abord à ce qu'on appelle de la coopération, et de la coopération qui se repose sur la co-création de partenariats. Moi, je trouve qu'il y a quelques domaines, si je regarde dans mon domaine académique, il y a certains partenariats de recherche. Ça fait 5 ans, par exemple, que je co-dirige un projet de recherche avec l'Université du Ghana, l'Université du Laos et des chercheurs aussi au Pérou. On a co-créé un projet de recherche sur comment faire pour réduire les flux financiers illicites qui sont liés au commerce de matières premières. On a chacun dans nos pays engagé les principaux acteurs. Ici, en Suisse, les négociants de matières premières, les autorités suisses. Au Ghana, les producteurs d'or, les producteurs de café et les autorités, pour voir comment on pouvait d'abord mieux comprendre le phénomène des flux financiers illicites et absolument le réduire pour permettre au Ghana de retirer beaucoup plus de bénéfices liés à l'exportation de cacao et d'or. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on y est arrivé au moment où le président ghanéen lançait une grande campagne qui s'appelait Ghana Beyond Aid. Et il voulait faire de cela Africa Beyond Aid. Et pour cela, il faut effectivement remettre des conditions cadres économiques, financières et politiques qui soient équitables et qui permettent au Ghana de tirer parti de ses richesses. Donc on a effectivement dans ce système d'aide publique au développement des questions politiques qui sont au centre, il y a des relations de pouvoir et je crois que c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant pour dépasser la manière dont l'aide s'est déployée jusqu'à maintenant. Qu'il faut décrypter pour tenter de comprendre les failles et les effets pervers de cette aide au développement. Olivia, je vous voyais hocher de la tête pendant que Gilles s'exprimait et parlait notamment de ces effets pervers de l'aide au développement. C'est un sujet que vous avez particulièrement bien étudié. Qu'est-ce que vous avez à dire de cela? It's a big question. So, I think c'est une grande question. Maybe in addition to understanding the mechanisms and how. J'en suis arrivée au point où, au-delà de la compréhension des mécanismes, il me semble important de comprendre où on se place dans cet échange. Disons que moi, je me considère comme une Européenne et mon point de vue est probablement différent de celui de mes amis, ma famille au Rwanda, par exemple. Donc, là, je m'exprime depuis mon propre point de vue, parce que je pense que malgré toutes nos bonnes intentions, on se projette dans l'avenir comme si on était tous égaux, comme si on en était tous au même point, comme si on bénéficiait tous du système de la même manière. Donc c'est ça le message que j'essaye de faire passer. Les pays du Nord, les pays qui continuent à bénéficier de leur passé colonial doivent se débarrasser de cette idée du fait que tout ce dont on vient de parler doit être étiqueté aide. On n'est pas dans un contexte où, par une sorte de fait du hasard, il y a des riches et il y a des pauvres. Non, ces inégalités sont créées. La pauvreté est créée, la richesse est créée. Et si on remet cela dans un contexte politique et historique, venant d'un pays du Nord, ça devient presque violent d'appeler cela de l'aide, parce qu'on va chez des gens, on pille, on tue, on rentre chez soi, on devient riche et on dit qu'on va donner de l'aide. Et d'ailleurs, ça a été dit, on crée une relation de pouvoir particulière, une dynamique particulière lorsque l'on dit à quelqu'un « je viens vous aider ». Parce que déjà, cela peut vouloir dire qu'aujourd'hui, on a envie d'aider, mais demain, on n'aura plus tellement envie. Et ça veut aussi dire que l'on a en tête ce à quoi pourrait ressembler la société de l'autre si elle s'en sortait mieux. Donc, ce que l'on peut voir à travers les différentes formes d'aide, c'est l'héritage d'un système colonial qui nous dit qui est civilisé et qui ne l'est pas. Et je parle au-delà de toute l'exploitation des ressources qu'il peut y avoir.
Et cela se retrouve dans la manière dont on voit l'aide. Alors, je ne suis pas du tout en train de dire que l'on doit rester chacun chez soi et ne pas prendre soin les uns des autres, mais que l'on pourrait se pencher sur la question de l'aide, de l'éradication de la pauvreté et de le faire en étant conscient de l'endroit d'où on vient et où on se place. Par exemple, on pourrait envisager l'aide comme un cadre de réparation, par exemple. Et surtout, lorsque l'on vient des pays du Nord, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est se taire et écouter attentivement. Et le film en est un excellent exemple. Il faut écouter les besoins des gens. Les gens savent très bien ce dont ils ont besoin. Et il faut être prêt à rendre. C'est une question de restitution, c'est pas une question d'aide. Et si on changeait ce narratif, alors cela changerait déjà beaucoup les choses dans nos échanges. Vous parlez de ce regard colonial qui serait toujours à l'œuvre dans l'aide publique au développement. Et Gilles, vous avez indiqué qu'il y a des relations de pouvoir. En somme, les aidés et les aidants ont des relations asymétriques. J'aurais une question à vous poser, Uzondima. Regard colonial. Vous parlez aussi parfois, Olivia, de finalement que la philosophie à l'œuvre dans la coopération et dans l'aide publique au développement est toujours une philosophie qui est inspirée de la mission civilisatrice de l'Occident. C'est ce que vous écrivez. Uzondima, une question à vous poser sur la question des réparations qu'a évoqué Olivia. Est-ce que c'est cela pour vous la voie, ou est-ce que finalement est-ce qu'il suffira de changer de message finalement et de parler des réparations pour que l'aide fonctionne? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que l'aide fonctionne? Okay, so that's a two-part question, right? C'est une question en deux parties, si j'ai bien suivi. Tout d'abord, je ne peux qu'abonder dans votre sens parce que je partage en tout point votre avis. Ensuite, je pense qu'effectivement, oui, il faut s'appuyer sur une compréhension historique de ce qui s'est passé, de la situation. Et vous l'avez expliqué très brillamment. I guess, epistemological foundations of this whole situation. Il y a tous ces fondements épistémologiques de la situation. C'est quelque chose que j'ai déjà dit plus tôt. Pour ceux d'entre vous qui étaient là, mille excuses, mais je pense que c'est important de le répéter. Si on pense au développement et au progrès comme quelque chose qui émane des Lumières, c'est un point de départ pour réfléchir à tout cela. Le fait qu'il y ait une idée selon laquelle certaines personnes seraient plus développées que d'autres, et le progrès lui-même repose sur des bases très racistes. C'est une idée qui a été créée pendant cette même période, pendant les Lumières, où les gens commençaient à penser à l'évolution, réfléchir à l'évolution avec des gens, des êtres humains qui sont plus évolués que d'autres. Et j'utilise ce terme sciemment. Il y a, selon ces philosophes des Lumières, des êtres humains qui sont plus bestiaux que d'autres. Et cela a permis d'extraire des ressources de certains lieux de la planète, parce que cela a permis de présenter ces gens comme étant moins développés. Et cette terminologie est arrivée jusqu'à nos jours et elle a permis de poursuivre l'exploitation de certaines personnes, de certains lieux. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pour étayer ce qui vient d'être dit, le fossé entre les riches et les pauvres que l'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de pays développés, même parler de pays industrialisés, des non industrialisés, ce n'est quelque chose qui ne me plaît pas du tout. Je pense qu'on peut parler de pays riches et de pays pauvres. Pourquoi est-ce que certains pays sont riches et d'autres sont pauvres? Oublions un instant leurs ressources intrinsèques. Parlons du capitalisme, de l'extraction des forces vives. Si vous allez dans un pays et que les gens travaillent pour vous gratuitement, donc vous volez leur salaire, ensuite vous investissez
ces salaires dans, disons, l'amélioration de votre maison, au fil du temps, eh bien, cela va s'accumuler. Vous aurez beaucoup plus d'argent. Ensuite, vous pourrez décider de faire ce que vous souhaitez faire avec l'argent qui vous reste. Voilà la situation dans laquelle on est. Il y a un fossé en termes de richesse qui vient du décalage et du fait que les salaires n'ont pas été payés. Vous pouvez faire travailler quelqu'un et lui dire, voilà, bon, vous travaillez pour 25 centimes, pour $1 ou pour des centaines de millions de dollars. Et là, je parle simplement des fruits du travail des gens de cette société. Je ne parle pas de l'extraction des ressources naturelles. Ça, c'est la première partie de la question. Est-ce qu'on peut améliorer le système? Ça, c'est une question qu'on pose beaucoup. Je ne suis pas certain que la question soit d'améliorer le système, mais de réorganiser le système. Et ça, c'est quelque chose qui semble bouleverser un peu les gens. Que le système basé sur les principes des Lumières, l'universalisme, cosmopoliste des choses. Ce sont des principes auxquels les gens croient, mais ils ne croient pas vraiment. Changer le système, cela signifie poser une question de fond, qui est la suivante. Combien êtes-vous prêt à payer pour vivre la vie qui est la vôtre? Si nous sommes capables de nous dire, eh bien, moi, ça me va de vivre une vie qui est payée par le salaire de quelqu'un d'autre qu'on lui vole. Ici, dans l'Occident ou dans les pays du Nord, il faut réfléchir à ce que ça nous coûte en termes de dégâts sur l'environnement, d'impact sur la vie des autres. Alors, la question devient beaucoup plus complexe parce que, au bout du compte, eh bien, il s'agit de savoir ce qu'on est capable d'accepter. Et le film-là est très intéressant parce que cela nous ramène à l'humanité des gens. Quand je parle d'humanité, je ne parle pas de vidéos que l'on peut voir de personnes en train de décéder ou de personnes vivant dans une pauvreté extrême. Non, cela nous montre que ces gens ont leurs idées, ils réfléchissent et ils pourraient débattre avec vous si on leur donnait la parole. To have a real radical change in the way that you can. Il faut être prêt à accepter un changement radical dans la manière dont on envisage sa propre existence. La question n'est pas de savoir comment est-ce que l'on améliore le système d'aide. Et cela rejoint la question sur les réparations. Ce n'est pas de l'aide. La question est de dire « je vous dois cet argent ». Je vous donne un exemple concret. J'étais à Londres avec ma mère, qui s'exprimera vendredi, je crois. Je suis sûre qu'elle a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ça fait déjà des années, c'était en 2005. On était à Whitehall avec tous les bâtiments ministériels. Et elle me disait, c'est de ça dont on a besoin au Nigeria, une architecture monumentale. Et ma mère m'a regardée, elle m'a dit, mais mon pauvre vous, mais c'est nous qui avons payé pour ça. C'est nous qui avons payé pour ce système qui existe ici aujourd'hui. Donc, l'idée, ce n'est pas que l'aide est nécessaire, c'est qu'au bout d'un moment, eh bien, il va falloir qu'il paye, qu'il rembourse. Peut-être une question supplémentaire, à Ouzo et à Olivia, puisque vous faites le porte-voix aussi de ceux qui étaient dans le film et qui n'auront pas la chance aujourd'hui, mais que vous représentez bien dans vos développements. Vous avez parlé finalement de cette dette coloniale, au fond. Alors, la question, c'est,
En clair, est-ce que l'aide au développement, de votre point de vue, est-ce qu'on peut faire la distinction entre l'aide au développement des anciennes puissances coloniales, la France ou l'Angleterre par exemple, et l'aide au développement que peuvent donner des pays, je ne sais pas, comme l'Allemagne ou pourquoi pas la Suisse? Est-ce que pour vous c'est la même chose? Est-ce que fondamentalement ça participe du même esprit? Est-ce que cette mission civilisatrice est toujours présente, que le pays ait été une puissance coloniale ou pas? It's a good question because it allows us to understand. Je crois que c'est une excellente question puisque cela nous permet de spécifier ce que nous voulons dire quand nous disons que nous avons besoin d'une conscience historique. Il ne s'agit pas simplement littéralement au niveau des États-nations, et nous avons souvent cette conversation dans nos classes. Moi, je vis au Belgique, je suis rwandaise, mais je viens de Belgique et j'enseigne au Royaume-Uni. Et quand en Belgique, on a des questions sur le colonialisme, en Belgique, les gens disent mais nous ne sommes pas comme les Anglais, ils étaient partout et pas nous. Et au Royaume-Uni, ils disent nous ne sommes pas comme Léopold et d'autres qui ont colonisé de cette manière. Je dis ceci avec humour, mais les réflexes que nous avons d'essayer, que nous avons tous de comparer nos histoires coloniales pour essayer de voir qui était pire que l'autre est quelque chose de problématique en soi. Et ceci passe à côté de ce que nous disons, qui est le système d'esclavage, et le colonialisme étaient des systèmes partagés internationaux. Donc même si vous n'aviez pas directement vos colonies, vous n'en étiez pas à l'extérieur, et les richesses que vous avez accumulées ne nécessitaient pas que vous ayez une colonie directe. Et il n'y a pas de meilleur exemple que la Suisse pour exprimer cela. C'est-à-dire que beaucoup... Et donc beaucoup des richesses accumulées dans un pays comme la Suisse sont des richesses basées sur les avantages que Léopold a eu au Congo. Ça s'est passé au même moment et cela fait partie de la même logique. Et de manière similaire, beaucoup de personnes diraient que nous voyons les conversations qui ont lieu actuellement dans les pays scandinaves où ils disent au moins nous n'étions pas si mauvais. Le Danemark, évidemment, qui est écarté de la conversation, mais dans la conscience des personnes, les personnes ont l'impression qu'elles n'étaient pas que leur pays n'était pas aussi mauvais que la France et le Royaume-Uni, mais de certaine manière, beaucoup de l'industrialisation, les flux monétaires, le développement des sociétés, mais également les mouvements de personnes, donc une immigration massive de personnes scandinaves vers le Nouveau Monde, dans une histoire assez récente, qui ont permis de financer, dans les moments les plus difficiles, l'économie des pays scandinaves. Et donc, il est réellement important de regarder au niveau des États-nations, mais également de percevoir ceci comme un système global international de gouvernance et de voir que nous représentons de manière nous répétons de manière différente le même modèle. Et c'est également vrai dans le système de colonisation. Quand nous parlons de réparation et de restitution, ce n'est pas juste de calculer la quantité d'argent que nous devons, mais il faut le faire également. Mais c'est de voir également quelles sont les pratiques que nous mettons en place aujourd'hui qui sont exactement les mêmes, simplement avec d'autres noms et d'autres responsabilités liées. Et donc, la question de la réparation devrait être liée. Et c'est pourquoi que je suis passée vers le langage d'abolition. Le langage d'abolition le choque suffisamment et nous permet de réfléchir au-delà de logique réformiste. Et la question est de savoir ce que nous devrions éliminer. Je crois qu'au niveau le plus basique, nous devrions éliminer la manière dont nous sommes socialisés, le fait que nous pensons que certaines vies valent d'être sauvées, celles vies valent d'être protégées et d'autres non. Et ça, c'est la question la plus basique, les choix les plus basiques quotidiens que nous devons faire et les choix par rapport à des choses que nous laissons faire. Et je crois que ce soit difficile, douloureux à voir, mais la crise la plus récente de réfugiés que nous voyons se développer autour de l'Ukraine nous montre deux choses, et que d'un côté, nous reproduisons cette idée que la souffrance de certaines personnes, même les journalistes, disent à des personnes blondes aux yeux bleus, et que ceci nous choque plus que d'autres humains en souffrance. Mais d'un autre côté, lorsque cette souffrance fait partie de nous, nous créons cette capacité même politique de laisser entrer les personnes et de préserver leur vie et leur dignité. Ce n'est pas juste qu'on dit vous pouvez rentrer, on dit on va vous donner le statut de résident pendant 2-3 ans, vous aurez le droit de travailler afin que vous puissiez maintenir vos dignités et que vous puissiez être partie intégrante de la société. Et nous imaginons qu'à un certain moment vous devrez repartir parce que
tout le monde veut vivre dans son pays, mais c'est quelque chose que nous ne semblons pas être en mesure d'appliquer à d'autres personnes. Et je crois que ça, c'est la nature fondamentalement raciste de notre ordre global. Et il ne s'agit pas seulement de dire que nous devons calculer ce qui est dû et de le rendre, mais la question est de savoir quand allons-nous continuer de reproduire des logiques coloniales que nous avons héritées et que nous préférons et dont nous préférons éviter de parler, et pour continuer le même système. Je suis tout à fait d'accord. I also want to make sure that we don't let certain countries off the hook here. Je voudrais dire que nous clarifier parce que nous ne voulons pas laisser certains pays pour compte, et nous oublions également, l'histoire est très importante, nous oublions les rôles que les Allemands ont joués, et tout simplement parce qu'ils ont perdu la Première Guerre mondiale et qu'ils ont dû laisser tomber, j'ai du mal à dire ça, ils ont dû abandonner avec certaines de leurs possessions coloniales telles que la Tanzanie, la Namibie. Nous oublions que de nombreuses manières, la Namibie était un terrain d'essai pour voir ce qui s'est passé ensuite pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le Cameroun était un autre pays, un autre zone géographique dans lequel les Allemands ont perpétué toutes sortes d'actes sur sens. Et je crois que vous avez déjà suffisamment clairement dépeint la Suisse. Mais je voudrais également dire qu'il est extrêmement important, je crois, une fois de plus, de reconnaître cette idée de savoir qui est ou qui est considéré humain ou non humain. Et ce serait là un point de départ essentiel. Je voudrais le répéter parce que je ne crois pas que ça puisse être suffisamment souligné. Ce débat n'a en fait aucun sens puisque le point de départ fondamental est que nous ne commençons pas par cette question de savoir qui nous considérons humains ou pas suffisamment souvent. Avec vous également, Gilles, pour comprendre comment est-ce que, puisqu'on comprend, ce système doit être en tout cas changé, est-ce qu'il doit être complètement jeté à la poubelle, rénové, mais en tout cas changé. Je crois que de la vie générale, c'est ce qui se dégage. Mais peut-être avant de comprendre comment est-ce qu'il peut être changé, notamment en tenant compte de cette question des réparations, j'aimerais voir avec vous, Rani Mwende, vous qui êtes entrepreneuse, qui êtes une femme de terrain, j'aimerais comprendre comment est-ce que sur le terrain, cette aide publique au développement, finalement, entrave la vie des entrepreneurs. Est-ce que vous avez également été témoin ou est-ce que vous avez également été victime, si je puis dire, de ce qu'on voit dans le film, c'est-à-dire une aide qui entrave l'agriculture, l'entrepreneuriat, les artisans, etc. J'attendais depuis longtemps pour rebondir aussi sur les questions que vous avez posées avant, mais je vais essayer d'être précise, directe. En disant d'abord que on regarde en fait l'aide au développement ou l'aide humanitaire, si vous voulez, comme étant une solution qu'on apporte à quelqu'un qui est dans le besoin. C'est vraiment ça qui motive les gens en disant quand je regarde ma situation à moi, je pense que je vis bien, je pense que j'ai ceci, cela. Et quand on me montre les images de quelqu'un d'autre, je me dis peut-être que si la personne vivait comme moi, elle se sentirait mieux, n'est-ce pas? Elle sera plus épanouie. Mais en réalité, on n'en sait rien. En fait, on n'en sait rien. Et c'est ça qui motive les gens de plus en plus à croire qu'ils doivent aider les autres à se développer. J'ai envie de prendre un exemple très simple parce que j'aime les illustrations. Imaginez que vous êtes dans votre appartement ici en Suisse et vous avez un problème, peut-être avec votre gaz, d'accord? Et un peu les voisins sont au courant de ce problème et chacun vient taper à la porte. Bonjour. J'ai entendu que vous avez un problème, est-ce que je peux aider? La première personne vous montre comment faire. Ensuite, le voisin du voisin vient dire « Oh là, bonjour, j'ai entendu que vous avez un problème avec votre gaz. Voici la solution que je vous propose. » Et ainsi de suite, tous les voisins viennent vous proposer une solution en ayant une bonne intention. Parce que eux, ils ont su comment gérer leur gaz à eux et ils pensent que leur expérience doit vous convenir ou vous aiderait à mieux faire. Mais à la fin de journée, vous avez combien de solutions pour gérer un seul problème de gaz? Plusieurs. Ça vous amène à rester dans la constante réflexion, mais qu'est-ce que je prends? Et ça peut prendre plus de temps que peut-être si vous aviez seulement pris 5 minutes vous-même pour réfléchir sur votre problème et vous en occuper. Donc moi, je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a tellement de pays
qui chacun vient avec son approche pour aider les pays d'Afrique. Chacun vient avec... Moi, je pense que ça, c'est meilleur. Pour exemple, on a beaucoup de projets qui sont orientés vers l'insertion professionnelle des jeunes, l'entrepreneuriat des jeunes. Ce qui est bien, c'est que moi, j'ai été consultée dans plusieurs de ces programmes et parfois, à la fin de journée, je souris. Parce que je me dis, cette personne pense que ça va convenir, mais on n'en sait rien. Pourquoi on ne laisse pas cette personne que vous voulez aider réfléchir, sortir ses idées et essayer voir? Mais tout le monde pense qu'il a la bonne solution. Et dans le secteur de l'entrepreneuriat, j'ai vu des programmes et des programmes venir, avec des concepts, mes seigneurs. On sait bien que ça ne correspond pas, mais on force quand même. Et après, on veut, dans les discours d'introduction, c'est bien d'être reconnaissant à telle structure pour avoir pensé, accompagner vos initiatives. Vous aviez besoin de financement, les financements sont là. Est-ce qu'on peut applaudir pour telle structure? Et tout le monde applaudit. Et tout de suite, comme on peut aller faire des rapports et dire, on a donné tant de millions à tant de jeunes, ils vont commencer des petites initiatives, ils vont quitter le secteur de l'informel. On fait tellement de publicité derrière et on ne vient pas 10 ans après pour voir est-ce que ça marchait. Est-ce que ces personnes se débrouillent toutes seules? Ou bien elles sont rentrées dans un cercle vicieux de demande d'aide? Parce que moi, j'en connais des entrepreneurs qui ne font même pas le travail de leur entreprise. Non, ce qu'ils font, c'est de pouvoir avoir des plans d'affaires qui marchent à tous les concours. Right? Parce que s'il y a un projet tout de suite d'aide, appui à tous ceux qui entreprennent dans la culture, il va déposer son dossier ici, ça va passer. Et comme ça va passer, ça veut dire qu'il a la possibilité de déposer un bon dossier. On attend le prochain qui viendra dire « on veut aider dans la culture ». Allez, on apporte le même dossier et puis on continue à ramasser ça. Et enfin, on se dit « mais mon business, c'est quoi? C'est de passer mon dossier de financeur à financeur. Ça me permet de payer les salaires de mes employés le temps que je me concentre encore pour la prochaine opportunité. » Est-ce que c'est ça d'aider quelqu'un à se développer? Est-ce que ce n'est pas lui montrer une façon facile d'attendre que quelqu'un, comme monsieur l'a dit, travaille dans son pays, prend un peu de ressources et vient dire « je vais aider » et nous on est préparés pour les attendre. Ça crée une dépendance, je l'ai dit, et j'ai envie de le répéter ici. Parce qu'au final, les gens apprennent de leurs mentors et de ceux qui les ont précédés qu'il faut absolument avoir des financements qui viennent d'ailleurs. Il faut absolument faire ainsi pour que ça marche parce que les exemples de ceux qui se sont développés sans aide ne sont pas publicités. On n'en parle pas. Je suis désolée de le dire, moi particulièrement, quand j'ai commencé mon entreprise, je n'ai demandé aucune aide, ni de l'État, ni des ONG. Parce que je voulais voir, est-ce que vraiment quand on est jeune et qu'on entreprend, est-ce qu'on a forcément besoin d'être aidé? Est-ce que ça a fonctionné? Ça fait Mieux 2 ans. sans doute que si vous aviez demandé de l'aide. Est-ce que vous trouvez que votre démarche de ne rien demander a été plus efficace? Wonderful, excellent. Pourquoi? Ça fait 2 ans qu'on existe. Hier, 5 mars 2022, ça fait 2 ans que l'entreprise est créée officiellement. Et il y a des personnes qui sont employées normalement, qui reçoivent leur salaire, qui sont inscrits à la Caisse nationale de sécurité sociale. Et on est même sollicité parce qu'on a une certaine expertise dans les domaines de la formation, etc. Mais les gens me demandent toujours, mais comment tu as fait? Non, j'ai pensé que je peux le faire. Sauf que quand on vient apporter de l'aide, même dans le discours, on dit « ils ne sont pas capables, ils sont fragiles, il faut les soutenir, il faut les soulever, il faut les aider à marcher, il faut ceci et cela. » Et même, il y a l'aide après l'aide. Parce que ce qu'on a apporté premièrement, ça n'a pas suffi. Et aujourd'hui, quand on me pose la question « qu'est-ce qu'il faut faire pour arranger ce système ?» Est-ce qu'on en a besoin? C'est la question que je vous retourne, Gilles, parce que Rani Mwende vient d'expliquer de façon extrêmement précise les effets pervers de ce système d'aide, en disant toutefois que les donateurs, que les aidants étaient bien souvent bien intentionnés. Est-ce que vous diriez qu'ils sont forcément toujours bien intentionnés? Je vous pose la question à dessein parce que
En introduction de ce débat, vous aviez expliqué qu'il y avait des relations de pouvoir et des relations d'intérêt entre les aidants et les aidés. Donc, est-ce que les aidants sont forcément toujours bien intentionnés et est-ce que ces effets pervers sont contournables et est-ce qu'on peut garder un système avec autant d'effets pervers? Bon, je crois qu'on connaît tous le dicton que la route pour l'enfer est pavée de très bonnes intentions. Et puis, on n'est pas sûr qu'il y ait des bonnes intentions. Dans tous les cas, c'est très loin de là. Mais je crois qu'on a un problème en ce sens que, effectivement, je crois qu'aucun pays ou communauté est soudain devenu plus riche par l'aide. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais par contre, on a un problème aujourd'hui parce que, je reviens au titre de notre panel ici, est-ce qu'il faut en finir avec la coopération? Moi, je suis persuadé que, en raison de ce qu'il faut faire pour préserver les biens publics globaux que sont le climat, l'environnement, la lutte contre les inégalités, la pauvreté, la paix, la sécurité, et puis la lutte quand même contre certaines pandémies, il nous faut beaucoup plus de coopération. Donc on a un vrai problème parce que je suis en fait tout à fait d'accord avec ce que Olivia Huzo et Erhan Demde ont dit sur d'abord le besoin de mémoire, d'affronter, de vraiment faire face à la mémoire, aux besoins de mémoire historique et de compensation. Et je pense que le changement climatique est un cas extrême où on voit bien que pratiquement la totalité des émissions ont été émises par des pays riches et que aujourd'hui, moi je le vois avec le Comité international de la Croix-Rouge, mais vous le savez mieux que moi, ceux qui en souffrent le plus directement, ils se trouvent dans le Sahel, ils se trouvent au Moyen-Orient, au Proche-Orient et dans des pays qui sont, hélas, aujourd'hui dans des conflits de longue durée. Donc, il faut qu'on coopère plus. Et puis, ce que j'ai entendu, notamment de la part de Olivia et Huzo, c'est que cette coopération, elle repose sur une idéologie et sur des relations de pouvoir, puis on ne sait pas vraiment sur quoi on veut coopérer et comment. Je crois que l'idéologie, on pense ici en Europe qu'on défend des valeurs universelles, on a un universalisme, et c'est Souleymane Diagne qui est revenu à mon avis à juste titre sur ce problème d'un universalisme de surplomb, où notre universalisme est forcément né en Europe, en Amérique du Nord, et nous le défendons auprès de particularisme dans des pays plus pauvres. Je crois qu'il y a besoin aujourd'hui d'un total décentrement de nos regards, d'une capacité réflexive pour entrer dans la co-création d'universalisme ou disons de projets de coopération autour de valeurs universelles, parce qu'il me semble qu'il faut quand même être extrêmement prudent par rapport au relativisme absolu, où au fond, voilà, n'importe quel savoir scientifique, n'importe quel fait peut être contesté parce que finalement chacun peut penser ce qu'il veut. Je pense qu'il y a quand même une nécessité de se retrouver autour d'un projet, mais ce projet, il faut le co-créer. Et il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas cette capacité. Ce qui m'a choqué dans le film, c'est vraiment d'un côté voilà, les entrepôts et les voitures qui sont ripollinées, qui sont d'une froideur clinique. De l'autre, le chaos, la réalité sociale en Haïti, et puis un gap complet entre les deux et sans écoute. Alors, je pense qu'on peut faire beaucoup plus aujourd'hui, notamment avec les nouvelles technologies. J'étais il y a 2 semaines chez vous, j'étais dans le nord-est du Nigeria, à Maiduguri, à Bama. Et là, j'ai vu qu'on a mis en place, par exemple avec la Croix-Rouge nigériane, des capacités pour même des personnes déplacées dans l'état de Borno, qui ont été touchées par le conflit armé, une capacité d'intervenir en temps réel pour dire ça va pas, ce que j'ai reçu là, c'est pas du tout ce que je voulais, j'ai des besoins ici qui sont pas couverts parce qu'il y a eu un événement particulier lié à un conflit qui fait que j'ai dû quitter ma maison temporairement, mais très vite, ces gens nous disent ok, j'ai plus besoin d'aide, j'ai envie simplement de repartir pour avoir les moyens de générer un revenu et puis de vivre en dignité. Et je pense que cette capacité maintenant à être en contact quotidien réel, en temps réel, avec les personnes avec qui on travaille, c'est quelque chose on peut tirer beaucoup plus de cela pour les mettre vraiment au cœur de tout effort de coopération, même si d'aucuns
pour des questions de silo administratif, appellent ça de l'aide humanitaire qui doit correspondre à un budget d'aide humanitaire. Donc voilà, je crois qu'il y a énormément à faire devant nous, et puis c'est nécessaire d'avoir ce décentrement qui nous permette de co-créer une coopération qui se base non pas sur une idéologie, disons un universalisme de surplomb, mais un universalisme transversal et puis pluriel. Quelques points, quelques questions à vous poser, disons. Pour revenir à cette idée d'aider à nouveau. On a parlé de l'aide qui vient des pays riches pour aller aux pays pauvres. Mais si on revient à la phase d'accumulation de la richesse, si on présente ça comme de l'aide, les pays blancs pourraient voir les choses différemment. Ils pourraient voir que le développement des pays du Nord a été aidé par les pays du Sud. Et si on change les termes, on change la nature de la discussion. Et je pense que c'est quelque chose de vraiment intéressant parce que le cadre intellectuel dans lequel nous tenons ces échanges définit les termes d'une certaine manière et d'une manière qui dévalue le travail, la présence d'un certain ensemble de personnes. Ça, c'est la première chose. Ensuite, deuxième remarque, il faut faire attention aux étiquettes que l'on met et aux distinctions que l'on fait. Il y a au niveau personnel l'idée de pouvoir gagner sa vie. C'est quelque chose de très important. C'est un niveau d'existence qui nous concerne tous. Il y a des systèmes qui peuvent être détruits. On l'a vu dans le film et vous en avez parlé d'ailleurs. Des systèmes qui peuvent être détruits par une sorte de superstructure au niveau de l'État-nation, au niveau de la région. Des transferts de richesse, des transferts d'argent ou d'autres. Si quelqu'un vient et nous dit très clairement, voilà, c'est un outil de politique étrangère, par exemple, dans l'aide qui est donnée à l'Égypte, à Israël, à l'Ukraine aujourd'hui, pendant le plan Marshall également. Ce genre d'aide dit une chose. Cela dit, je vous considère comme un pays qui est capable de se prendre en main par lui-même. Vous êtes un pays qui a une façon de penser, une histoire, une philosophie. L'idée, c'est, voilà, je vous vois comme un pays qui peut influencer le monde, donc vous avez besoin d'argent, vous vous débrouillez et ensuite, par ricochet, vous influencez le monde. Dans le contexte des prêts qui sont donnés aux différents pays, ce que je trouve problématique, c'est que dans nos régions du monde, je prends l'exemple de l'Afrique de l'Ouest et du Nigeria en particulier, les Français arrivent avec de l'aide et ce qu'ils font, c'est organiser ou désorganiser une région du monde à leur propre avantage. Les Britanniques vont faire la même chose. Donc, il faut parler d'outils de politique étrangère. Ce sont des outils de politique étrangère. Il ne faut pas parler d'aide ou d'amélioration, quelque chose qu'on fait pour le bien de l'humanité. Non, l'aide, elle est donnée pour son propre bien. On peut parler de commerce, bien sûr. Dans ce cas-là, on est sur un même pied d'égalité. Mais si, à dessein, vous cachez l'objectif qui est derrière votre aide, les choses ne sont pas claires. D'ailleurs, nous sommes ici pour parler de coopération, et ça, c'est quelque chose qui me ronge. Ce n'est pas un véritable échange.
C'est un échange qui insulte l'intelligence de la personne avec qui vous parlez. Et c'est quelque chose que l'on voit dans le film, parce qu'on insulte l'intelligence des gens plutôt que de reconnaître leur existence et leur capacité à avoir une voix et à contribuer au débat. I mean, you can hear it in my voice, so I'm going to stop. Je suis sûre que vous pouvez entendre que je suis énervée. Je vais m'arrêter là. Et en fait, j'aime bien dans la façon dont il parle des choses, parce que ça me rappelle ce dont on a discuté ce matin, parce qu'à 10h, on était dans un autre débat. Et la définition des termes est très importante quand on veut avoir un débat dans lequel on est sûr qu'on se comprend. Et depuis qu'on a commencé, on parle d'aide au développement, de développement tout court, de coopération. Est-ce qu'on a la même vision de la chose? Parce que quand on n'a pas la même façon de comprendre, chacun pense qu'il a raison de son côté. Et finalement, ça finit par, il a donné son point de vue, j'ai le mien aussi, et puis la vie continue. Le développement, c'est quoi? J'ai envie de poser la question pour qu'on se la repose vraiment. Ce qui est bien, c'est que moi, je ne suis pas obligée d'avoir la même définition que celle que les institutions les plus reconnues du monde posent. Parce que si c'est ça, c'est quand même inadmissible qu'après des siècles, ou pour être plus juste des dizaines d'années, il y a des gens qui n'ont toujours pas pu être développés. Et qu'il y a des gens qui sont développés, qui continuent de vouloir développer. Donc, on développe quoi si on est vraiment déjà développé? Donc, moi, je me dis qu'il faut ramener ça à un contexte de il y a du progrès qui se fait autour de nous. Il y a aussi même une progression dans la façon de penser, la façon de créer, la capacité de s'adapter, parce que le monde lui-même change. Et que lorsque l'individu arrive à s'adapter, arrive à créer des conditions pour son épanouissement, il se développe et donc il développe des choses. Alors, est-ce que le développement pour une partie du monde est le même pour les autres? Est-ce que parce que je n'ai pas peut-être une machine à laver automatique comme il y en a un peu partout ici, si je ne l'ai pas au Burkina Faso, est-ce que ça fait que je ne suis pas de ceux qui profitent du développement? Si moi je préfère laver mes habits avec mes mains, où est le problème? Où est le problème? Mais on tend en fait à créer des box, si vous voulez, et on demande aux gens d'y rentrer. Ceux qui ne rentrent pas, finalement, on leur dit ils ont besoin d'aide pour rentrer dans ce box-là. Pour ceux qui refusent, on leur dira voilà, ils ne sont pas en adéquation avec le développement, le progrès. Si réellement on veut toujours avoir ce ranking, comme il l'a dit, je vous assure, encore dans 100 ans, il y aura des sous-développés et des développés. Et des développés parmi lesquels il n'y a pas de personnes, il n'y a pas forcément, où tout le monde n'est pas forcément épanoui. Il y a aussi des sous-développés parmi lesquels il y a des gens qui sont épanouis. Donc qu'est-ce qu'on cherche à la fin? Est-ce qu'on veut que tous les pays aient ce développement homogène technologique, ou bien on recherche l'épanouissement de l'humain? Parce que si on ne fait pas attention à ce qu'on recherche, on risque nous-mêmes de créer les conditions dans lesquelles on finira par avoir des tensions. On finira par même regretter la technologie qu'on a créée. Je ne dis pas que c'est mauvais, la technologie. Je dis juste que ce monde-là, on le dessine avec des idéaux en se disant ce que moi j'ai serait bien pour l'autre. Pas forcément. Quand je reviens sur la coopération, de ce que j'ai lu, je sais que c'est 2 personnes ou plusieurs entités qui se mettent ensemble pour un but commun. Se mettre ensemble, on sait le faire. On signe un contrat et c'est vite fait. C'est clair, c'est officiel. Et on fait souvent des cérémonies autour de ça pour être sûr que tout le monde est au courant que c'est officiel. Après, est-ce qu'on a le même but? Si on est sincère avec soi-même, est-ce qu'on a vraiment le même but? Je prends un exemple qu'un des participants de l'autre côté avait donné. Je pense que c'est tellement poignant que j'ai envie de le partager avec vous. Il a dit, lorsqu'il y a eu la crise de la Covid-19, on avait beaucoup de gens, beaucoup de pays riches qui avaient cette envie de partager le vaccin, même gratuitement. Pour venir à Montpellier, j'ai dû faire mon vaccin gratuitement. Mais maintenant, je paye le PCR pour... Just kidding. On revient. Alors, donc,
il y a beaucoup de gens qui sont prêts à donner des vaccins gratuits, mais pas forcément de faire autre chose derrière, dont ces populations ont besoin. Le paludisme tue plus que la Covid-19 au Burkina Faso. Pourquoi on ne fait pas un vaccin gratuit pour ça? Pourquoi on ne réunit pas tout le monde? Parce qu'il n'y a pas de paludisme dans les pays riches, forcément. Voilà le problème. Voilà le problème. Maintenant, à la fin de journée, il y a une partie qui veut bien tester cette solution qu'on a trouvée au plus gros problème du monde, dans une partie du monde où on dira ils n'auront pas les moyens suffisamment pour résoudre ce problème, ils n'auront pas peut-être assez de scientifiques pour trouver le vaccin. Ça, c'est pas la question. Mais derrière, vous avez des gens qui vont recevoir ces vaccins en se disant si on ne les reçoit pas, c'est pas sûr que les autres demandes d'aide qu'on veut, on va les recevoir. Il y a des gens qui reçoivent de l'aide, mais qui finalement se sentent obligés de la recevoir. Si vraiment on est dans ce cas de figure, est-ce qu'on a le même but? Est-ce qu'on aide les gens pour qu'ils, finalement, demain, ils n'aient plus besoin de notre aide? Est-ce qu'entre-temps, on ne va pas se sentir un peu désœuvré? Question? Je termine en vous évoquant un cas très simple. Et là, c'est un cas que je prends au Burkina Faso. Je dis toujours, je critique certains points de vue, mais je regarde aussi de façon objective les choses dans mon pays. Nous avons formé une équipe de marketeurs dans une entreprise. On leur a appris comment bien s'exprimer, comment aller à la rencontre de leur clientèle pour vraiment faire comprendre à ces personnes-là l'impact de leurs solutions, etc. Dont leur objectif global, c'est de lutter contre la pauvreté. Mais vous savez, le dernier jour de la formation, après que tout le monde dit vraiment maintenant nous avons les outils pour lutter contre la pauvreté, il y a une personne qui s'est écriée tout juste comme ça, il a dit mais il faut faire attention, il ne faut pas qu'on l'élimine complètement, sinon on fera quoi après? Vous êtes sûr que l'aide au développement, c'est pour que tout le monde soit développé? Imaginez que tout le monde soit développé. Ça va ressembler à quoi? Qu'est-ce que ceux qui travaillent autour de ça vont faire après? Pourquoi on veut entretenir le système? Il y a tellement de questions auxquelles on a peur de répondre parce qu'on sait que la réponse elle-même va créer d'autres problèmes. Des problèmes dont on n'est pas sûr qu'on va trouver une solution. Donc, je reviens juste pour dire, faisons attention de ne pas penser que ce qui est bien pour nous est bien pour les autres. Parce que déjà, nous sommes différents, nos goûts sont différents, nos climats sont différents. J'ai dû m'adapter, j'ai quitté 35 degrés pour... Mais oui, quand je viens, je fais de mon possible pour rester vivante jusqu'à mon retour. Mais c'est pas pour autant que je leur dis, vous avez besoin de soleil ici. Non, je ne le dis pas, parce que je sais aussi que ce à quoi vous êtes habitués fait que si on vous envoie cette dose de chaleur, c'est pas sûr que tout le monde va tenir. Mais si je rapporte aussi cette dose de fraîcheur là-bas dans mon pays, c'est pas sûr que tout le monde va tenir. Mais je suis contente de pouvoir voir que chacun dans son pays fait le maximum possible pour être heureux. Et ça, c'est pour répondre à quelqu'un qui m'a posé la question hier, es-tu heureuse au Burkina? Oui. Je vous invite à venir. Merci beaucoup Rani Mwende, merci beaucoup Olivia, Gilles, merci beaucoup Ouzo. J'imagine que le public a maintenant beaucoup de questions à vous poser et peut-être que les micros peuvent circuler pour qu'ils puissent s'adresser directement à vous. Merci. Alors, il y a une main levée par là. Bonjour, Catherine Schumperli, je suis secrétaire générale d'une fédération d'organisations de coopération au développement ici à Genève et j'aimerais éclairer le débat avec deux aspects qui pour moi n'ont peut-être pas suffisamment été mis en lumière. Une de nos organisations, la Déclaration de Berne, a été fondée en 1968 et son slogan était « Il ne s'agit pas de donner plus, mais de prendre moins ». Donc on était finalement déjà sur ces questions, faut-il de la coopération ou n'en faut-il pas? Alors j'aimerais reprendre les deux points de ce slogan. Donner plus, mais surtout prendre moins.
Les questions de politique de développement n'ont pas été abordées ou peu été abordées ici, et pourtant ce sont des aspects essentiels aussi que portent les organisations non gouvernementales en Suisse, à savoir créer des relations entre les pays dits du Sud et dits du Nord pour que celles-ci soient plus équitables et que l'argent, notamment par exemple par rapport aux fuites de capitaux des potentats, ne puisse pas entrer aussi facilement dans les banques suisses. C'est un exemple parmi d'autres. C'est aussi des actions extrêmement importantes qui rentrent dans le cadre des questions de politique de développement. Les ONG ont un rôle extrêmement important à jouer pour cela, et le conseiller fédéral Cassis ne s'y est pas trompé puisqu'il a coupé en fait les fonds pour les organisations de développement pour toutes les questions d'information et de sensibilisation. Donc ce point a été peu abordé, et puis j'aimerais qu'il soit aussi posé sur la table. L'autre point qui me semble important, c'est d'expliquer comment des organisations, des petites organisations basées à Genève, construisent leurs projets de coopération au développement, parce que ça a été peu évoqué. Donc, je vais pas trop prendre de temps, mais il y a quand même 3 principes que j'aimerais évoquer. Le premier principe, c'est que les ONG ici à Genève construisent effectivement des projets avec des ONG locales. Donc là, on est vraiment dans une co-construction. Et cet aspect-là est aussi important parce que ces relations créent des liens entre des gens ici à Genève, mais c'est partout dans le monde, et des gens qui sont sur le terrain. Et pour moi, c'est des échanges de solidarité qui construisent et qui construisent des relations dignes de l'humanité. Le deuxième point, c'est que tous les projets sur lesquels que nous finançons, nous devons avoir des certitudes que le projet a déjà envisagé en fait le fait de pouvoir se retirer. Donc, on construit un projet en disant on aide un peu, mais après, il faut pouvoir se retirer et que le projet puisse avoir une certaine autonomie. Et le troisième point, on demande à nos associations de s'assurer que les projets puissent se faire aussi avec les autorités municipales, régionales, voire nationales, en fonction de la taille des projets, de manière à ce que ces projets puissent être ancrés. Donc voilà, c'est des points qui ont été peu abordés, mais qui me tenaient à cœur de partager avec vous. Yeah. Je crois que vous voulez répondre. Merci pour cette remarque. Alors j'ai une question qui me vient à l'esprit souvent. Sur la question des fonds illicites. Et ça, c'est quelque chose que je voulais soulever parce que c'est lié à tout cela. Qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui est illégal comme flux financier? Je pense que c'est une très bonne question parce que jusqu'à il y a une semaine, l'argent russe était légal. Je ne suis pas sûre qu'il le soit encore. Ça, c'est la première chose. Les banques suisses ont peut-être 2, 3, 4 milliards de dollars d'argent qui a été volé par les personnes au pouvoir au Nigeria. Ce qui est intéressant, et ça c'est quelque chose que je sais de première main, ma mère travaillait là-dessus lorsqu'elle était ministre des Finances et qu'elle a essayé de récupérer cet argent. Eh bien, pour récupérer cet argent, c'était complètement délirant. Les conditions qui étaient attachées étaient extravagantes. Par exemple, je vois quelqu'un aller chez vous, vous voler une centaine de dollars. Cette personne vient me voir et me dit « Est-ce que vous pouvez garder ces dollars ?» Je dis « Ok, très bien. » Et ensuite, lorsque je viens vous voir pour vous dire « Écoutez, je veux récupérer cet argent », on me dit « Je peux vous donner 5 dollars et je garde le reste. » C'est aberrant. Et tout ça est lié au flux d'aide, au flux financier, aux réparations. Et vous ne pouvez même pas dire que c'est de l'argent qui était à vous à l'origine. C'est de l'argent que vous devez rendre à quelqu'un. À quoi vous allez le dépenser, cela ne devrait pas concerner la personne qui l'a gardé. Donc, pourquoi est-ce que l'argent... Qu'est-ce qui fait que de l'argent est légal? Qu'est-ce qui fait qu'il est illégal? Eh bien, c'est lié au système et à l'organisation du système.
la manière dont la fédération on fait des affaires, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment remarquable. La coopération, c'est quelque chose de très bien. Comment est-ce que l'on peut encourager les échanges d'idées, les échanges de matières premières? Très bien, mais il faut bien comprendre, et en particulier pour ce qui est de l'échange de matières premières, il faut bien se poser la question. $17 trillion tomorrow, and si on se dit je veux 17 billions de dollars demain et je ne veux pas de questions. C'est un chiffre qui a été estimé en ce qui concerne les réparations. Si on verser cet argent, il y aurait une partie qui serait gâchée, il y aurait une partie qui serait dépensée d'une manière que l'on considère comme corrompue, comme par exemple les contrats Covid ou l'argent qui a été jeté par la fenêtre en Irak, en Afghanistan. Et il y a une partie de l'argent qui serait envoyée dans ce que l'on considère comme des objectifs pertinents. Donc, cela revient à ce que l'on doit réfléchir à la manière dont on travaille en partenariat, en coopération. Vraiment insister sur ce que Catherine Schumperli a rappelé, c'est l'importance des politiques de développement et au fond, de la lutte ici en Suisse, comme dans d'autres pays riches, sur la question de cohérence des politiques de développement, où l'on regarde l'impact de la politique agricole, de la politique commerciale, de la politique d'investissement, de la politique de protection de la propriété intellectuelle, de la politique de sécurité et autres, sur ce qu'on a, et c'est vraiment à défaut de mieux, qu'est-ce que le développement? Je crois qu'aujourd'hui, d'un point de vue des acteurs du développement au niveau international, c'est les objectifs du développement durable adopté par l'ensemble des États membres des Nations Unies en 2015, qui est un peu la référence. Et puis de dire, mais au fond, est-ce que toutes ces politiques sectorielles, elles y contribuent ou pas? Et puis on verra qu'il y a énormément d'incohérences. Je crois qu'on va toujours... Les politiques sont par définition de manière inhérente incohérentes, mais on peut quand même réduire fortement ces incohérences si on prend une perspective de plus long terme, et puis qu'on se bat pour justement des politiques qui contribuent aux objectifs de développement durable. Et la raison pour laquelle j'ai mentionné le projet de recherche dans lequel je suis impliqué depuis 5 ans, c'est qu'il y a 8 ans, on nous a dit, ben voilà, sur chaque franc suisse ou dollar ou euro qui est envoyé comme soi-disant de l'aide, il y a en fait 2 francs suisses qui reviennent et qui fuient autrement. Donc on s'est dit avec des chercheurs du Ghana, en Asie ou en Amérique latine, travaillons sur la manière vraiment de réduire ces flux illicites. Et là vient la question que Ouzo a posée, qu'est-ce qui est illégal et illicite? Et je trouve ce thème passionnant. On a eu la chance d'avoir un autre... grand économiste et penseur africain qui a ouvert l'année académique ici de l'Institut d'études internationales du développement. Et lui rappelait que l'économie informelle, c'est l'économie normale dans la plupart des pays en Afrique et ailleurs, et que se pose la question, par exemple, de savoir si parce que des mineurs collectent de l'or de manière informelle et non taxé, est-ce que c'est réellement illicite et illégal? Comment travailler avec les communautés de mineurs, que ce soit au Burkina Faso, là ce serait intéressant de le savoir, ou dans des pays comme le Pérou, la Colombie. Et je crois que là, il y a un vrai débat sur les a priori épistémologiques de nos sciences sociales, qui sont toutes nées, qui se sont développées surtout dans la fin du 19e siècle en Europe et en Amérique du Nord, et puis au fond qu'on doit questionner aujourd'hui par rapport à la réalité sociale, culturelle des pays dans lesquels la coopération internationale se déploie. Mais une fois de plus, merci pour cette intervention sur l'importance de cette question d'engagement des autorités et des gouvernements dans les pays riches sur la cohérence des politiques publiques. Rani Mwende, je crois que vous souhaitiez ajouter quelque chose. Et puis peut-être qu'il y a d'autres questions dans la salle. N'hésitez pas à lever la main. On vous fera passer le micro.
Moi, je voudrais juste intervenir sur une expression que j'ai captée dans sa question. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait peut-être aider dans le sens que leur structure fait des actions pour accompagner d'autres personnes à faire mieux, etc. Vous avez dit, quand on vient aider, on a un temps dans lequel on pense se retirer. Ça me fait penser à ce qu'on a regardé dans le film. Quand est-ce que vous pensez que c'est juste de se retirer? Est-ce que c'est vous qui décidez ou ce sont les personnes que vous aidez un peu qui décident? Parce que c'est ça aussi, on a des projets qui commencent et qui se retirent au moment où ils ne devraient pas. Parce qu'il n'y a pas peut-être des gens capables ou qui ont reçu les éléments pour continuer. Et ça fait que ça s'arrête et toute la possibilité que ces bénéficiaires ont, c'est d'oublier tout de suite après ce qu'ils ont appris parce qu'il y a un nouvel arrivant qui va venir avec autre chose. J'ai envie de dire, si vous pensez que lorsque vous arrivez, c'est vraiment pour coopérer avec ces personnes, je pense que c'est bien de penser avec ces personnes, quand est-ce que cette coopération s'arrête? Et je reviens sur le aider un peu. Non, il n'y a personne dans ce monde qui aide seulement. Je le dis et j'en suis convaincue. Je m'explique. Chaque fois qu'on donne à quelqu'un, on reçoit. Nous sommes dans un échange perpétuel. Et le fait de penser qu'on aide l'autre, je vous assure que c'est un moyen de valoriser plus ce que l'on donne que ce que l'on reçoit. Peut-être que vous n'avez pas besoin de la même chose que la personne que vous aidez. Mais ce que cette personne va vous transmettre en tant que richesse humaine, la connaissance que vous allez tirer de son vécu, fera que vous ne serez plus la même personne. Mais ça, on ne peut pas l'acheter. Ce que je veux dire, c'est que moi, personnellement, même quand j'accompagne des gens dans la formation, quand ils viennent, ils disent « aidez-moi, aidez-moi », je leur dis une chose. Vous allez apprendre de moi, mais je veux faire le maximum possible pour apprendre de vous, parce qu'on échange. Je pense que quand on est dans cet esprit-là, finalement, il y a certaines barrières qui tombent. Il y a certaines façons de voir qui changent. Il n'y a personne qui aide l'autre. Sincèrement, on ne fait qu'échanger. On échange. Je prends peut-être des biens parce que j'en ai besoin, mais moi, l'autre côté, l'autre va retirer de l'expérience, va retirer de la culture, de la connaissance. Et c'est ça, c'est comme ça qu'on devrait voir les choses. Il ne faut pas venir en disant on aide pourquoi? Pourquoi on aide? Pourquoi? Si terre à terre, hein, si un Burkinabé ne boit pas de l'eau, en quoi est-ce que ne pas l'aider à boire change votre vie? Je fixe une dame dans le public. Mais terre à terre, hein, en quoi ne pas l'aider à boire de l'eau change votre vie? Quelqu'un a peut-être la réponse ici pour moi. En quoi est-ce que ça change vraiment votre quotidien? Parce que déjà, la Suisse et le Burkina, c'est vraiment loin. Hein? C'est au moins 7 heures de vol. Je peux témoigner, j'ai fait ça. En quoi est-ce que ça change votre quotidien? Mais lorsque vous prenez l'initiative de venir avec un projet que vous co-créez avec la personne dans le besoin, vous apprenez qu'il y a en fait des gens qui n'ont pas les mêmes conditions que vous. Et vous apprenez comment eux-mêmes ils ont été résilients jusqu'à ce que vous arrivez pour l'aider. Vous apprenez de son expérience. Mais quand après on va faire le rapport, nous avons aidé des gens à avoir de l'eau. Mais est-ce que vous parlez de ce que vous avez récupéré de cette relation? Je pense qu'on n'aide pas, on échange. Qu'on soit clair et au moins qu'on avance sur des termes qui sont limpides. Il ne faut pas insulter l'intelligence, mais il faut co-construire l'intelligence ensemble. D'accord? Merci. Bonsoir, merci à tout le monde, merci aux intervenants. Je voulais juste que les intervenants nous disent un mot sur la question « Faut-il en finir avec la coopération ?» One word, please. J'ai beaucoup aimé l'échange dont elle a parlé. Je viens du Sénégal, je suis suisse, français, enfin. Donc, je vois cet échange tous les jours. Et c'est un mot, en tout cas, que moi j'ai envie de retenir sur « faut-il
en finir avec la coopération? Moi, je dirais oui, échangeons. Merci, j'attends vos réponses. Alors, Gilles, Olivia, Ouzo, faut-il en finir? C'est toute la question en fait, c'est avec la coopération ou pas. Bon, je vais pas répondre avec un mot parce que je trouve que c'est difficile, mais je comprends l'esprit de votre question. Vous m'interrompez si je parle trop. Mais en fait, j'ai envie de dire, ça serait bien si on commençait avec une vraie coopération ou échange. Jusqu'à présent, je l'ai pas vu. Et peut-être c'est de ça... je sais même pas pourquoi je parle en français maintenant, mais que ça ouvre une autre réflexion en fait. And I will switch to English just to add. Je vais passer à l'anglais pour rajouter quelques commentaires quant à ce qui a été dit juste avant. Et il est vrai que les questions ne sont pas très claires, très spécifiques. Qui travaille avec qui? Est-ce que nous travaillons au niveau des ONG, la connexion humaine? Ce n'est pas juste de dire que nous devons juste rester chacun chez soi et ne parler à personne. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que nous n'avons pas cette conversation dans un vide politique et historique. Donc nous pouvons rêver de Kumbaya, nous sommes tous égaux et définir ensemble ce à quoi ressemble la coopération, mais nous n'avons pas ce luxe parce que ce n'est pas là le point de départ. Et donc si on prend l'exemple du gaz dans votre appartement, les morceaux de l'histoire que nous oublions de raconter et que la plupart de ses voisins étaient peut-être déjà organisés pour ficher en l'air votre gaz, ils font partie du problème et ensuite ils viennent vous dire qu'ils ont une solution pour vous. Et donc si on oublie cette partie de l'histoire, eh bien il semblerait que la question de si nous devons ou non en finir avec la coopération n'est pas une question technique mais une question politique et idéologique, et c'est là que pour moi la question des réparations aide, et l'objectif final doit être comment vivre ensemble dans l'échange, comment reconnaître qu'il s'agit toujours d'échange et que ce n'est jamais une personne qui donne plus qu'une autre. Et ce qui est réellement important, et lorsque nous regardons les chiffres, et je crois que c'est très important de le faire, et si nous isolons la question quant à la question de l'aide comme une chose en elle-même, nous oublions que l'aide, et si nous devions regarder l'aide d'autre manière, si nous passons de cette aide qui est du passé, donc cet accaparement de ressources, l'aide qui a été acquise pour pouvoir se développer, c'est là qu'on change le discours. Et si on replace ce discours dans le passé, si nous avons cette liberté inventée, imaginaire, et que nous devions définir ensemble à quoi ressemblerait la coopération si nous étions tous gentils les uns avec les autres, un autre mythe que nous reproduisons le point de départ et que nous continuons à extraire plus que nous ne donnons. Et c'est vrai dans le présent. Et une fois de plus, le mot aide, le mot coopération ne sont que des mensonges. Et donc, je ne sais pas comment ensuite pouvoir répondre à cette question. Il serait peut-être utile de faire une question entre ce qu'est le développement, ce qu'est la coopération, ce qu'est de l'aide et le développement. Quand la question a été posée, je pensais à... nous avons fait du développement quelque chose qui a à voir avec la modernisation, quelque chose qu'on veut copier-coller depuis l'Occident ou le Nord global. Il est très important de voir comment l'Europe, l'Afrique et l'Europe définissent le développement, qui définissent ceci comme la capacité des personnes à s'adapter à l'environnement, et c'est là qu'il devient logique qu'il n'y a pas un seul modèle de développement. Et la conversation autour du développement que nous avons aujourd'hui est une conversation dans laquelle une petite partie du monde a contribué au sous-développement de la majorité du monde. Et donc la question du développement devient autre chose. La question de l'aide, je crois, abolition, juste on oublie, c'est le plus grand mensonge qui n'ait jamais existé. Et qu'en est-il de la coopération ou de l'échange? À quoi cela devrait-il ressembler? Eh bien, à ce moment-là, je regarderai des exemples aujourd'hui, l'exemple du changement climatique qui a été évoqué ou l'exemple du Covid. Et alors, nous pourrons voir combien ces éléments sont politiques ou idéologiques. Nous ne commençons pas au point zéro. Nous voulons coopérer quant au changement climatique, faisons-le. Mais nous savons que pas tout le monde a le même droit à la parole, pas tout le monde a le même droit de prendre des décisions pour d'autres, et certaines personnes devront limiter la manière dont ils vivent, y compris à nous. Le Covid, le don de vaccins est encore la plus grande des insultes qui existent, et c'est une insulte quant à la valeur de la vie. Mais le fait qu'il y ait la capacité, que vous ayez la capacité de, entre guillemets, donner
des vaccins, c'est parce que vous êtes assis sur des brevets, des droits de propriété intellectuelle, et donc vous créez un besoin par un système de gouvernance, un système de droits de propriété intellectuelle qui vous rendent possible d'acheter la survie des autres, et ensuite vous retournez et vous faites cadeau de cette capacité. Donc dans ce contexte, l'échange n'est pas de savoir qui va donner plus de vaccins à d'autres, et de savoir et de comment nous pouvons transformer un système dans lequel une petite minorité paie énormément d'argent, crée des vaccins comme ça de rien, comme une manioc, et ensuite prétendent être généreux. Et donc pour moi, la question de la coopération, de l'aide et du développement sont politiques, sont historiques, mais tout tourne autour de la question du pouvoir. Et si nous sommes d'accord d'en finir avec cette innocence blanche à laquelle nous aimons nous accrocher, eh bien je crois que nous aurons des réponses bien plus riches et diverses. Et également, souvenez-vous, nous n'avons pas besoin d'une réponse unique, mais nous devons arrêter de prétendre que nous sommes déjà au niveau de Kumbaya. Jamais nous n'avons vécu dans cet espace. Un mot, voilà. C'est-à-dire, et je vais préciser, peut-être rebondir sur la question de monsieur, sur le faut-il en finir avec la coopération, vous prenez autre chose, c'est-à-dire des réparations, mais de façon extrêmement concrète, notamment des réparations sur des sujets très particuliers, concrets, le changement climatique, les infrastructures, etc. Est-ce que vous pourriez peut-être nous en dire un mot pour qu'on puisse clarifier cette question des réparations qui n'est pas forcément toujours évidente dans l'esprit de chacun? Right. Okay. So the simple answer to your question, I would say you're asking, should we do? La question simple à votre question, et savoir est-ce qu'on devrait en finir avec cela? Oui, là c'est la question facile. Et ensuite, si devrions-nous détruire ce système biaisé? Évidemment, nous avons passé la question du climat. Le climat est un exemple très concret pour montrer de la manière dont on peut faire ceci de manière légitime, qui pourrait bénéficier toutes et tous. Parce que les personnes oublient, nous parlons des différents niveaux de croissance. Il y a 7%, 3%, 1% de produits intérieur brut. Eh bien, cette croissance serait plus importante si vous aviez la volonté de maintenir les personnes dans un état de dépendance. Par exemple, dans toutes les discussions que nous avons eues dans les différentes COP, COP 25, COP 26, cette promesse a été faite, une promesse folle qui dit nous allons donner 100 milliards de dollars par an pour l'adaptation pour la crise climatique. Eh bien, ce chiffre a été, je pense, sorti du chapeau de quelqu'un. Et donc, la question est de savoir ce que vous faites. Et nous allons aider ces pays à s'adapter à la crise climatique. Et donc là, il y a là une reconnaissance tacite, mais quand même existante, que depuis 200 ans, nous avons extrait tous ces éléments qui ont créé une situation absolument terrible pour toutes les personnes sur Terre. Et donc, que dirions-nous, disons, pour 700 millions de personnes, si nous comptons les populations d'Europe et des États-Unis, qui peuvent avoir des vies absolument fabuleuses, de plus fabuleuses que jamais. Ça, c'est la première réponse. On va vous donner 100 milliards de dollars par an pour payer pour tous les problèmes que nous avons créés. Ok, bon, d'accord. Mais on ne parle pas de ce que ça a coûté, de quelle était la valeur de ce que nous avons extrait, donc en matière de force de travail et en termes de matériaux pour créer les dommages que nous présentons réparer. Mais ce que nous savons, pour pouvoir renverser, réparer ces situations, et particulièrement dans le contexte du changement climatique, on parle de milliards de dollars d'investissement pour créer le système qui soit nécessaire pour pouvoir répondre à l'adaptation ou pour pouvoir développer de nouvelles manières de produire de l'énergie afin de pouvoir créer une situation meilleure, pas seulement pour les personnes sur le continent, mais pour tout le monde. Ce serait 4 millions de dollars. Et dites, nous investissons tous à l'international à hauteur de plusieurs millions de dollars dans différents endroits pour reformer, réimaginer nos systèmes. Et il y a une situation très différente. Et ça, c'est là la coopération. C'est-à-dire, alors vous êtes là, vous réfléchissez à comment construire des fermes solaires. Alors voici de l'argent, nous investissons dans ce projet en entier. Vous réfléchissez à la capture des émissions.
Alors voyons combien ça coûte, alors construisons-le ensemble. Vous réfléchissez à l'énergie nucléaire pour donner une énergie qui ne soit pas autant basée sur, qui crée autant d'émissions carbone. Et voilà ce que ça coûte. Et ce qui se passe, c'est que les gens ne font pas ça. Et ça, c'est la question fondamentale. Parce que ceci est répliqué à énormément de niveaux. C'est complètement fou. Et ceci me met en colère. Parce que si je vais et que je demande à quelqu'un de s'investir $1 million ou 10 millions de dollars dans mon entreprise sur le continent, et ça, c'est un vrai exemple, parce que j'ai été impliquée dans ce type d'entreprise. J'ai dit, donnez-moi 10 millions de dollars afin que je puisse construire une entreprise autour de l'énergie solaire au Nigeria. Et si je faisais ça seule, les gens me diraient, ah, mais vous n'avez pas l'expertise, vous ne savez pas ce que vous faites, ah, nous sommes préoccupés quant à la corruption. Et en fait, ce qu'il me dit, sans paraphrase, c'est qu'il me dit, je ne pense pas que vous soyez suffisamment humain pour que je vous donne cet argent. Ça, c'est la réalité de ce que pensent les gens. J'ai travaillé avec des partenaires israéliens ou hollandais. On me dit 10 millions, mais non, prenez 100 millions, mais allez-y, faites, construisez ces systèmes. Et donc, ce que je veux dire, c'est que nous devons recadrer et repenser à ceci de manière claire. Des exemples concrets de comment nous pouvons changer ce système de transfert d'argent. C'est plutôt que de parler d'aide, de transfert d'argent, transfert de ressources, transfert de fonds. Et ceci peut être fait de manière ordonnée, que nous appelons des investissements, ou ça peut être fait de manière désordonnée, que nous appelons la révolution. Et c'est à nous de décider comment cela se passera. Si je dois répondre à la question, faut-il en finir avec la coopération telle qu'elle est actuellement? Oui. Maintenant, nous sommes tous sur la même planète. Qu'on le veuille ou pas, on aura besoin de faire des choses ensemble. La coopération induit, comme je l'avais dit avant, qu'on ait les mêmes objectifs. Alors si on trouve que c'est difficile d'avoir les mêmes objectifs, qu'au moins on soit clair sur les termes de l'échange. Nous, peut-être quelqu'un qui est à une situation A, dit j'ai besoin de telle chose pour aller à B. L'autre est à une situation C, a besoin de D pour aller à E. On est clair dans l'échange. Tu me donnes D, avec mon C, j'irai à E. Tu me donnes telle chose et je pars de A à B. Au moins, on est clair. Les objectifs sont différents, mais on est clair sur l'échange. Je pense que s'il y avait ça, ça allait permettre quand même certaines choses d'être mieux qu'elles sont aujourd'hui. Tout de suite, j'avais dit que quand on échange, il y a souvent une surestimation d'un côté, et l'autre côté, une sous-estimation. Il y a beaucoup d'argent qu'on redistribue dans l'aide au développement. Mais imaginez un instant que les matières premières qui sont vendues étaient payées à un prix plus important, permettant à ces agriculteurs ou ces autres personnes qui travaillent en bas de recevoir les salaires qui leur seraient bénéfiques pour changer de niveau de vie. On n'aurait pas besoin d'aider quelqu'un. Voilà. Donc, je pense qu'en réalité, la coopération, si elle ne marche pas, on peut repartir au niveau de l'échange. Et d'échange en échange, peut-être qu'un jour, on arrive à avoir des objectifs communs et on coopère. Sinon, au jour d'aujourd'hui, avec des disparités dans les niveaux d'avancement, c'est difficile d'avoir des objectifs communs. Si on veut être vraiment, vraiment sincère, c'est difficile. Parce que pendant que certains cherchent à manger, d'autres cherchent à aller dans l'espace, comme dirait quelqu'un. Mais est-ce qu'on peut, dans ces deux situations, exiger qu'on ait un même objectif? Non, mais maintenant, on peut quand même avoir de belles bases pour échanger. Et si on échange correctement, si on donne à l'autre la valeur juste correspondant à ce qu'il a mis dans l'échange, je pense qu'on va arriver à créer ce développement qu'on recherche tant. On n'aura plus à avoir des institutions, aide au développement, ceci, cela. Ça va venir naturellement. Mais s'il y a une disparité, si à un certain niveau, on ne donne pas la valeur qui correspond le plus, on continue plutôt à creuser davantage la différence. Et plus la différence est grande, moins les objectifs seront communs. Et moins cette coopération va tenir. Donc j'espère que c'est un mot
Merci. Gilles, c'est à vous. Faut-il en finir avec la coopération? Échangeons. Et ça, je crois que c'est vraiment ce don, ce contre-don, ça nous enrichit tous. Et puis c'est vraiment ce que je retiens là de ce que j'ai entendu. Faisons face au passé et puis aussi cette mémoire historique qui est très important à affronter et puis aussi à gérer. Et je crois que ce qui est aussi quelque chose que je retiens, c'est le type de coopération qu'on a eu jusqu'à maintenant, ça ne va pas. Il faut certainement, s'il y a des choses avec lesquelles il faut en finir, c'est le paternalisme, c'est l'impérialisme, c'est culturel, le néocolonialisme, dans les approches, dans les états d'esprit qui sont encore beaucoup trop présentes. Finalement, j'ai aimé la référence au bonheur que vous avez donnée, parce que quand moi j'ai étudié l'économie, ça commence à faire il y a longtemps, le bonheur était un gros mot. Et puis aujourd'hui, moi, j'ai grand bonheur à voir ces immenses réunions de happiness economics où 3000, 4000, 5000 économistes vont discuter de, mais au fond, qu'est-ce qui nous rend heureux? Et puis nous, est-ce que, comme économistes, on peut essayer de commencer à amener nos modèles et nos mathématiques pour définir ça? Alors bon, je le dis un peu en rigolant, mais effectivement, c'est remettre dans l'échange ces questions fondamentales de qu'est-ce qu'on essaie de créer, de co-créer ensemble. Et puis, je pense que parfois, c'est très simple. Merci beaucoup Gilles. Alors, je crois que nous avons un petit peu dépassé nos temps. Je ne sais pas s'il y a encore des questions dans la salle. Peut-être on peut en prendre encore une autre. Madame, on va vous passer le micro. J'ai une question, j'aimerais savoir quel pourcentage d'emplois représente la coopération et l'humanitaire en Suisse, s'il vous plaît? Alors, c'est une bonne question, je n'ai pas la réponse. Parce que nous avions fait des études il y a quelque temps qui vont mettre de l'huile sur le feu. On avait fait des études sur ce que ramène l'aide au développement, l'aide publique au développement suisse à la Suisse en termes d'emploi et de revenus. Et puis on avait calculé qu'avec ce qu'on appelle le multiplicateur keynésien, pour chaque franc suisse d'aide au développement, la Suisse en retirait entre 1,40 franc et 1,60 franc. Donc c'est de l'argent bien investi. Maintenant, combien d'emplois? Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle le sait, mais je n'ai pas les chiffres. Désolé. Très bien, voilà, je crois que nous en avons fini avec cette conversation sur la coopération en Afrique. Faut-il en finir avec la coopération en Afrique? Je crois qu'on a bien compris que telle qu'elle est conçue, elle pose problème à tous les intervenants et que forcément il faut réfléchir non pas seulement à la façon de faire la coopération, mais réfléchir surtout à ce que nous recherchons au travers de cette coopération et des objectifs que nous souhaitons développer ensemble, en commun. Merci beaucoup à vous d'avoir participé à ce débat et merci également à ceux qui nous regardent en direct sur Internet. Profitez bien du forum, ça continue.